nouvelle fois, bienvenue à toutes et à tous dans Étoile Montante, une émission produite par CT Events Productions et RJR Radio Jeune Reims. Étoile Montante, c'est l'émission qui met en avant des artistes inspirants, leur parcours et leur histoire. Vous pouvez suivre cette émission en direct une fois par mois sur Twitch, Facebook et TikTok. Et bienvenue également à ceux qui suivent cette émission en différé sur RJR en format podcast ou sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lauder, producteur et DJ, pour parler de son parcours, de sa musique et de son univers électronique. Salut Lauder. Salut à tous, bonsoir. Je suis content de te recevoir dans cette émission d'Étoile Montante. Je suis ravi de pouvoir découvrir finalement ton univers. Alors, je vais te raconter un petit peu comment va se dérouler cette émission et je vais aussi l'expliquer aux viewers et à tous ceux qui suivent cette émission en direct. Alors, on va déjà avoir une première partie d'une 40aine de minutes où on va échanger, une sorte d'interview ensemble. On va revenir sur plein de choses. Il va y avoir 3 parties. Une première, on va revenir un petit peu sur ton enfance, tes débuts dans la musique. Ensuite, on parlera de tes inspirations, de ta façon de créer de la musique. Et puis, on terminera par ce que tu fais aussi très bien, c'est mixer, faire de la scène. Est-ce que tu es prêt ? Tout est bon pour toi ? Carrément, allez, c'est parti. Alors on commence avec la première partie, l'histoire derrière la voix. On commence donc avec l'histoire derrière la voix. J'aimerais qu'on commence par revenir sur ton histoire, sur le chemin qui t'a conduit à créer et développer le projet Lauder. Déjà, quelle musique accompagnait ton quotidien quand tu étais jeune ? Alors déjà, faut savoir, j'écoutais de la musique vraiment très jeune. Quand j'étais tout petit, je me baladais... Mes parents m'avaient acheté un petit MP3 à l'époque, qu'on pouvait mettre des musiques en MP3 directement dedans. Et j'écoutais déjà ça, mais j'avais 5 ans, je me baladais dans la maison avec mes écouteurs. Et on va dire que l'artiste, en gros, que j'écoutais déjà beaucoup à l'époque, c'était déjà David Guetta, qui commençait à être à la mode en France. Notamment à l'époque, les sons que j'écoutais beaucoup, c'était Love Is Gone, par exemple, ou Love Don't Let Me Go. C'est des sons que j'écoutais en boucle tout le temps. Donc ça, c'est vraiment électro année 2000. C'est vraiment les sons du début, quoi. Donc déjà, vraiment dans cette histoire quand même d'électro, il y avait toujours déjà ça dès le départ. Et en fait, sans m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte là récemment qu'en fait, j'ai toujours écouté de ça sans forcément le vouloir. J'écoutais aussi ce qui passait à la radio, à la télé. J'aimais bien zapper les chaînes de musique l'après-midi quand j'étais chez moi, etc. Et en fin de compte, quand je me refais le film aujourd'hui, je me dis qu'à l'époque, déjà, j'écoutais énormément d'électro, quoi. Alors, tu te baladais effectivement avec ton baladeur, tes écouteurs, mais est-ce que tu partageais aussi cette passion avec ta famille, cette passion de la musique ? Est-ce qu'eux aussi, ils appréciaient ça ? Alors, faut dire que quand je chantais à fond, et j'avais moi le son dans les oreilles et je chantais dans la maison, et que mes parents n'entendaient rien, ça les saoulait très vite. Mais oui, franchement, oui, mes parents me laissaient cette liberté aussi de pouvoir écouter les choses. On va parler un peu aussi des cours, parce que c'est quelque chose qui nous accompagne forcément quand on est jeune. Ton rapport avec les cours, toi, c'était quelque chose que tu appréciais ? En vrai, alors faut savoir que ma mère est professeure. Donc j'ai toujours eu cette éducation un peu de fils de prof, entre guillemets. Et j'ai toujours été plutôt bon à l'école, on va dire. Jusqu'au lycée où c'est un peu plus merdé, mais ça, à cette époque-là, en tout cas, le début, j'ai toujours eu une habitude plutôt studieuse, ouais. Ok, donc déjà un bon rapport avec la scolarité quand même. Et t'as commencé la musique dans cette période-là aussi, à pratiquer de la musique en même temps que les cours ? Alors faut savoir que le conservatoire, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Ah oui, ok, donc très jeune. Très jeune, ouais. Très jeune, déjà à 4 ans, je commençais, ou même plus tôt, je commençais déjà à marcher. Je me baladais avec mes écouteurs, comme je te disais. Puis je saoulais mes parents avec la musique. Donc, il y a un moment, ils se sont dit, on va peut-être l'inscrire au conservatoire quand même, quoi. Ouais. Et j'avais 5 ans quand ils m'ont inscrit, quoi. T'as commencé par quoi comme section ? Qu'est-ce qui t'a attiré en premier ? Alors, au début, quand tu commences, ça s'appelle jardin musical. Donc, c'est début, on un peu de la découverte du tout. Ça. Mes parents m'ont inscrit au cours de batterie parce que je tapais partout tout le temps. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Ça marche. Là, concilier toutes ces pratiques musicales, on commence par évidemment l'école, ensuite il y a le conservatoire, ensuite j'imagine qu'il y a eu le mix. C'était pas compliqué en termes de temps que tu impliquais là-dedans ? Disons que, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais de ma génération, il y avait énormément d'enfants, en tout cas de mon âge, qui avaient des activités périscolaires. Périscolaires, oui, c'est ça. Et il y en a qui allaient au foot, il y en a qui allaient au judo. Je me rappelle, mes copains, le mercredi après-midi, ils prenaient leur sac de sport et ils allaient au foot. Moi, j'allais au conservatoire. Quand j'étais ado, j'allais même en vélo. Parfois, les cours, c'était même le soir en semaine, le lundi, le mardi, etc. À l'époque, il faut savoir que tu fais beaucoup de solfège aussi. Quand t'es enfant, on t'apprend la musique. Donc aussi, d'un côté, j'écoutais des trucs comme ça à la maison, mais au conservatoire, on apprend sur du classique, du Beethoven, du Mozart, etc., des analyses musicales là-dessus. Mais
Disons qu'il y a une époque, c'était quasi une contrainte comme elle est en cours. Ok. Tu vois, j'ai eu une époque un peu comme ça. Après, ça a été une question d'habitude. Parfois, c'était plus facile, moins facile. Enfin, voilà quoi. Il y a eu 15 ans de parcours en conservatoire. Donc, le solfège pendant 15 ans, je peux te dire, c'est long. Hein. J'imagine bien, effectivement. Alors, justement, ton parcours en conservatoire, tu nous en parlais un petit peu. Avec le solfège, tu es resté sur la batterie tout au long de ce parcours-là ou t'as testé d'autres instruments aussi? Alors, au conservatoire, en tout cas dans celui où j'étais, c'était pas vraiment de la batterie que je faisais, c'était percussion. Percussion, ouais. Voilà. Donc en fait, on t'apprend de tout. Donc tu commences par la batterie pour apprendre le rythme, etc. Après, tu apprends le xylophone, les timbales, tu apprends à apprendre le rythme avec des percussions brésiliennes, africaines, etc. Donc tout instrument percussif en fait. À l'adolescence, je me suis dit pourquoi j'apprends que du rythme, mis à part le xylophone qui est un peu différent. Je me suis dit pourquoi pas apprendre un instrument mélodique, et réussir à faire des mélodies. Et je me suis dit quoi, piano, guitare, trompette, pourquoi pas. Et en fin de compte, mon père avait une guitare sèche que ma mère lui avait achetée avant ma naissance, avec le guide La guitare pour les nuls. Tu sais, pour apprendre la guitare pour de vrai, hein, c'est un vrai truc. Hein. Et en fait, mon père, avec son boulot, n'a jamais eu le temps de le faire. Donc la guitare était au grenier pendant des années, et je me suis dit, je vais essayer un truc. Donc j'ai récupéré la guitare et j'ai commencé à apprendre. Mais là, c'était beaucoup plus tard, j'avais 13 ans, 14 ans, tout comme ça. C'était beaucoup plus tard. Donc là, tu as concilié les deux ou tu as vraiment tu t'es plutôt tourné vers la guitare? Bah, en soi, la guitare, j'ai jamais pris de cours. Okay. C'était vraiment de toi de ton côté qui a souhaité. C'était ça, c'était par curiosité, on va dire. Le soir, je rentrais, je me dis tiens, je vais essayer des trucs à la guitare, voilà. Ok, bah ça te permettait finalement d'avoir aussi deux façons de faire différentes, parce que tu me disais tout à l'heure avec le solfège, bon parfois tu vivais ça un peu comme une contrainte, bah peut-être avoir aussi cette liberté de jouer de la guitare de ta façon. C'est cette envie de faire ce que tu souhaites qui t'a poussé derrière les platines? Ouais, bah après c'est pareil, les platines c'est venu un peu comme la guitare à l'adolescence, nouvelle chose, curiosité. À une soirée comme ça où il y avait des platines qui étaient dans la salle où on était, je m'y suis intéressé. En fin de compte, on m'a montré comment ça marche et puis c'est parti quoi. Ouais, le déclic. Et là, j'avais 12 ans. T'avais 12 ans quand ça s'est passé. Et ensuite, t'as décidé de l'apprendre vraiment en indé avec des tutos. Comment t'as fait pour justement te perfectionner dans le mix? Alors à l'époque, les platines, il y avait le début des clés USB, mais le modèle que j'avais là, cette découverte là, c'était des CD. Donc en fait, il n'y avait pas de mix. C'était c'était un lecteur CD si tu veux. Genre, j'apprenais à mettre un CD dedans, à démarrer, ça fait de la musique, c'est génial. Ouais. Il n'y avait pas de technique de mix. Et en fin de compte, je me dis c'est vachement bien et tout. Et du coup, j'avais un petit ordinateur et tout, machin, j'aimais bien. J'ai trouvé des logiciels gratuits justement pour faire imiter cette chose-là, notamment Virtual DJ. Je pense que tous les DJ commencent avec ça. Et à la souris, surtout. Il n'y avait pas de contrôleur, pas de platine, c'était à la souris, vraiment. Et ça, et puis j'y passais beaucoup de temps à ce moment-là. Et mes parents, à Noël, se sont dit, viens, on lui achète des platines, des vrais. Et en fait, ils m'ont acheté une petite platine, tas de mixage tout compris, lecteur CD. Toujours pas de clé USB ou d'ordinateur, CD. Et du coup, j'ai commencé là-dessus. Ok. Donc, c'était pas du vrai mix à l'époque, c'était plus. Je passais des sons, quoi. Ouais. Comme un Spotify ou un jukebox. Ouais. Bah, c'était finalement un peu de transition peut-être entre les sons et encore, c'était genre fin de morceau, je baisse et je montais l'autre, il n'y avait pas vraiment de transition. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, j'imagine qu'aujourd'hui ton matériel a bien évolué. Oh oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de manière assez simple comment ça fonctionne une platine pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu, peut-être ceux qui nous écoutent sur RJR? Alors, les platines, en fait, un DJ, parfois il y a des gens ils savent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Et j'ai déjà entendu une vieille interview de Guetta qui disait parfois les gens ils pensent que je joue de la musique en live. Il y en a qui le font, c'est vrai. Mais la plupart du temps, les DJ, il faut savoir que les sons qu'on joue sont préparés avant. Ouais. Ça reste comme une musique que vous pouvez écouter sur un CD ou Spotify, par exemple. Et on met ça aujourd'hui sur une clé USB ou sur un ordinateur, peu importe. Et en fait, une platine, c'est un lecteur. C'est pas plus simple que ça. Pas plus compliqué, pardon. C'est un lecteur. C'est-à-dire, tu mets ta musique dedans, tu choisis la musique que tu veux jouer, tu appuies sur play, ça part. Okay. Ça, c'est la base. Après, tu as beaucoup de techniques, de fonctionnalités qui font que le but du jeu pour un DJ, c'est de pouvoir faire des transitions entre des morceaux sans que le public s'en rende compte. Ouais. Et c'est ça l'art du DJing en fait. Donc il te faut forcément 2 platines minimum, une table de mixage pour pouvoir mixer entre les deux. Et à partir de là, la magie opère et c'est l'art du DJ. Quoi. Ouais, c'est tout un bloc finalement. Et puis l'art du DJ aussi, c'est faire le show. Aussi. Ouais. Aussi. Donner vie un peu à tout ça. Ça. Il faut, parce que mine de rien, finalement, je me rends compte parfois sur certains festivals, quand t'as un groupe ou un chanteur ou un groupe de rock, etc., t'as du monde, t'as de l'espace, t'as de la vie. Et quand t'as un DJ derrière qui joue un truc tranquille et qui reste derrière ses platines ou dans ses platines, bah, c'est limite chiant, quoi. Pour ça, il y a un côté spectaculaire aussi qu'il faudra apporter. Qui est important de mettre en place, effectivement. Le nom Louder, il est venu dès le départ? Non. Comment il est venu?
J'ai beaucoup trop galéré à me trouver un nom. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais va au plus simple. Et en fait, ça a été le plus efficace. C'est qu'il y a une époque, bon, bah, forcément, tu te doutes bien, comme tous les jeunes DJ, bon, mon prénom, c'est Tristan. DJ Tristan, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Bon. J'étais jeune aussi, et puis à l'époque, je faisais les premières soirées avec mon père. Donc, j'avais même pas de nom vrai. C'était juste, c'est un gamin de 15 ans qui mixe, quoi. C'est cool, quoi. Et on avait fait quand même des bonnes soirées comme ça. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je me mets à la prod. Et c'était pendant le Covid, ça. Il faut que je me trouve un nom. En vrai, mon nom, il est nul, quoi. J'ai pris mon prénom, j'ai mis mon DJ avant, et puis c'est fini, quoi. C'est nul. Et j'avais trouvé un nom. Alors, j'étais en cours de philo au lycée. Donc c'était genre 2 mois avant le Covid. J'étais en philo, je me faisais chier comme pas possible. Et je me suis dit, faut que je trouve un nom. Et j'étais là sur mon cahier en train de noter des trucs. Alors moi, j'en trouve un et je me dis, putain, c'est lourd. Et je montre à mon pote à côté, il me dit, t'en penses quoi? Et c'est incroyable. Ouais. Bah, 6 mois plus tard, je rencontre un producteur qui m'a dit, change de nom, c'est complètement pourri. C'était le pseudo, je peux vous le dire maintenant. C'était DJ Sculo. Et en anglais, c'est dire broussaille. Ok. Et je savais pas à ce moment-là, tu vois. Complètement con. Et en fait, après, j'ai sorti un morceau à ce moment-là avec un autre producteur de Reims. Et il m'a dit, franchement, ce nom-là, il est nul. En vrai, mets ton vrai nom, ce sera très bien. Efficace. Et le son est sorti sous mon vrai nom. Et bon, je dis, mais vas-y, je vais pas rester comme ça toute ma vie, quoi. Et en fait, je me suis dit, en vrai, quand je suis en set, je joue de l'électro, maintenant même de la techno, ça tabasse. Il faut trouver un nom autour de ça. Et le mot louder, en anglais, veut dire, c'est un terme pour dire, vas-y, balance ce son, mais de la puissance, quoi, la puissance du son. Et je me suis dit, je vais garder ce mot-là, mais je vais trouver un truc un peu personnalisé. J'ai inversé le E, ça a donné un 3. Et c'est tout. Ok. Pas plus simple. Pas plus compliqué. Finalement, c'est aussi le plus simple parfois qui marche le mieux dans les pseudos. Oui. Et ce pseudo, il te suit encore aujourd'hui dans tes morceaux. Ton premier mix en public, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, mon premier mix en public, tu dirais en soirée publique, limite festival ou ça. Ouais, je m'en rappelle. En tout cas, qui t'a vraiment marqué dans tes débuts. Je m'en rappelle, la toute première, c'était quelque chose. Je venais de rentrer du coup dans l'équipe d'AMS Agency, qui est avec nous ce soir pour les Lumières d'ailleurs. Et en fait, je venais d'arriver en tant que DJ pour des soirées privées, où les gars me connaissaient pas forcément, on avait fait un entretien, tout ça. Et donc on fait l'entretien, tout ça, début d'année, on arrive, fête de la musique 21 juin, et les gars, ils disent, vas-y, on prend tous les DJ, on fait une soirée entre nous. On fait une soirée à nous, avec plein les gens et tout, en public, mais genre c'est que des DJ de chez nous. Et bon, on fait ça, moi j'avais un petit peu forcé pour avoir le closing, parce que forcément avec mon nom, mon style de musique, je l'avais pas joué en début de soirée, tu vois. Et du coup, Florian accepte, alors qu'il m'avait vu vite fait en formation et pas forcément ce que je faisais vraiment. C'est étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et après, donc des jours passent, je prépare mon set une semaine à l'avance. Et un jour, j'appelle Florian, j'ai une idée à la con. Je l'appelle, puis je dis à Florian, dis-moi, c'est que des DJ qui viennent et rien d'autre. Ouais. Est-ce que je peux prendre une guitare et jouer sur 1 ou 2 morceaux? Et là, je te jure, au téléphone, j'ai entendu ouais. Mais une voix de je suis pas sûr du coup, mais vas-y, tente. Tu vois? Et il a dit oui. J'ai dit bon, bah ok. Le mec, il vient de nulle part, il fait le closing avec sa guitare, quoi, tu vois? Et limite, quand on est arrivé l'après-midi pour l'installation, les mecs sont un peu foutus de moi, tu vois? En mode, vas-y, fais-nous ta guitare à Jimi Hendrix, tu vois? Et c'était marrant parce que les mecs ils se foutaient de moi, on fait les balances, je gratte 30 secondes de guitare et là j'ai vu la tête de tout le staff changer. Et là j'ai vu les mecs comme ça. Et il y a un des gars de l'équipe qui est venu voir, il me fait franchement tu fais la même chose ce soir avec un peu de prestance, t'envoies du lourd et on va tout dégommer. Et le soir je suis arrivé, j'ai fait une putain d'entrée fracassante. Mais alors quand je te dis fracassante, là je pense que Florian qui est dans la régie par là il va rigoler. Je suis rentré, en fait on avait fait la scène en bas d'escalier, donc l'artiste montait sur scène descendait sur scène par les escaliers, quoi. Et en fait je suis rentré, je me suis dit il faut de la prestance, je suis arrivé en mode David Guetta, tout ce que tu veux, lunettes de soleil, j'arrive, ça va ce soir tout le monde. J'arrive, je descends, et là j'ai shooté un projecteur. Tu vois, je t'ai dit qu'il arrive, rigolé. Effectivement. Et là je shoot un projecteur, et j'ai encore la vidéo quelque part qui traîne, où je suis là, je fais putain, je rentre comme David Guetta, tu vois, paf, le truc, je le regarde, puis je fais ouais, flemme. Et je suis reparti dans mes platines. Et ça, on a fait un show de dingue, on a fait une soirée de dingue, c'était ma toute première, ouais. Ok. Ouais, donc là, vraiment un grand souvenir pour toi, pour ta première soirée. Bah, c'était la première, bon. T'as tout donné. Oui, surtout dans le projecteur, j'ai tout donné, ouais. Mais, enfin, tu vois. Ouais, effectivement. Et cette guitare, elle te lâche plus vraiment, elle t'accompagne encore aujourd'hui.
Et pour l'anecdote d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'utilise toujours la même guitare que cette première soirée. Ah ouais, ok. Ah, même la guitare en elle-même n'a pas changé. Ah, elle a jamais bougé. Magnifique. Bon, on en reparlera en plus tout à l'heure. J'ai une dernière question pour clore cette première partie. À quel moment est-ce que tu as senti que tu passais dans le milieu vraiment pro du DJing? Est-ce que c'est au cours de tes premières soirées? Est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Alors mes premières soirées, alors j'ai commencé très très tôt, j'ai commencé à 13 ans, du coup mes premières soirées rémunérées entre guillemets. C'était accompagné de ton père à cette période-là, c'est ça? À l'époque il y avait même mon frère. Ok. Une fois il était assis à côté de moi avec le bouton de la machine à fumer et puis toute la soirée il a fait ça. Ouais. Et j'ai commencé comme ça. Le vrai tournant professionnel je pense que c'est 18 ans. En fait j'ai créé ma société du coup, j'ai eu le permis, donc j'ai pu être indépendant avec mon matériel, et je pense que ce tournant professionnel je l'ai senti à ce moment-là. Voilà, tu t'es senti que là maintenant c'était ce que tu voulais faire, t'étais certain, tu te lançais à fond dedans et t'allais devenir... Et là je me suis dit, en vrai ça tourne bien, tout le monde entre guillemets, j'arrive à avoir un agenda complet, ou presque, je suis autonome, je me débrouille, je gagne de l'argent avec ça, je gagne ma vie. C'est là que j'ai senti un vrai changement. Ouais, un déclic. Ok, magnifique. Merci d'avoir répondu à mes questions pour cette première partie. On va pouvoir passer au premier petit jeu de cette soirée. Alors ce jeu qui s'appelle Un mot, une histoire, c'est tout simplement parce que je vais te donner un mot et toi derrière tu vas essayer de me répondre ce qui te passe en premier à l'esprit et pourquoi tu penses à ça quand je te dis un mot. Et c'est parti. Pas facile à expliquer mais tu vas voir, très facile à comprendre dans l'optique du jeu. Si je te dis le mot nuit, ça te fait penser à quoi? Le mot nuit c'est la définition de notre métier, j'ai envie de te dire. Après, alors la définition basique. Le DJ, c'est le musicien de la nuit, entre guillemets, celui qui va ambiancer tout le monde, que ce soit en boîte de nuit ou en soirée privée. Voilà. La nuit, ça évoque notre métier. Sachant, bien sûr, que je dis pas ça à 100% parce que t'as bien sûr des DJ qui animent des choses en après-midi, pourquoi pas en fin de matinée, etc. Mais la nuit, pour moi, ça m'évoque la définition de notre métier. Ouais. Ok. Le mot temps? Le mot temps, ça évoque à peu près... Moi, ça m'évoque en fait le fait qu'on prenne beaucoup de temps pour notre métier, de préparation. On essaye de faire ça bien, donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Encore, on vient sur ce mot-là. Le temps est essentiel. Et on en perd parfois beaucoup à vouloir trop bien faire et sans forcément... tu vois, on cherche trop loin. Et je pense que des fois, il faut juste prendre le temps de bien faire les choses correctement et parfois simplement. Choix. Alors ça c'est tout con, le mot choix ça m'évoque le fait de dans une soirée faut que tu choisisses le bon morceau au bon moment. Et ça c'est pareil, ça c'est quand t'es un très très bon DJ. Moi je considère pas qu'un très bon DJ c'est le mec qui va mixer sur les meilleures platines, très techniques et tout. Il y a des DJ qui font ça et c'est leur marque de fabrique, pourquoi pas. Mais pour moi un très bon DJ c'est un mec qui ambiance les gens, qui sait garder sa piste et qui sait choisir ses musiques au bon moment. C'est pas forcément évident. C'est le plus dur. Le mot son? C'est ce qu'il faut les gars. Là il me faut du son, vas-y balance le son. Tu vois, en fait j'ai envie de te dire, c'est mon nom de scène il est venu de cette phrase là. Balance le son en anglais, let's get louder. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce nom là, tu vois. Pour terminer, le mot défi. Ça c'est le mot défi, c'est le fait de se lever tous les matins et de se défier nous-mêmes. Déjà un DJ il se défie soi-même en tant que producteur et musicien en plus. Tu te défies à trouver des nouvelles choses, à dire attends hier soir j'ai joué en club, j'ai joué ça. Et ce soir je rejoue en club. Et le défi c'est de faire autre chose, tu vois. Et en fait c'est ce côté limite ludique des fois qui donne envie de se lever le matin et de travailler aussi sur notre prochain set. Très bien, t'as super bien répondu à mes questions. Ouais, franchement c'est top. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette interview, le focus. On part pour le focus et cette fois-ci on va s'intéresser un peu à ton processus de création. Tu nous parlais tout à l'heure de tes inspirations, notamment de David Guetta, que tu écoutais beaucoup. Est-ce que tes inspirations, elles ont évolué avec le temps? Alors je parlais de David Guetta à l'époque et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai toujours écouté ce qu'il a fait. Peut-être une période un peu pop que j'écoutais un peu moins, mais en soi c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En fait, moi j'ai un très gros problème, c'est que je ne saurais pas vraiment te dire qui m'a inspiré parce que j'écoute énormément de choses. Tu vois, par exemple tout bête, hier dans la voiture je me suis mis un set de je ne sais plus quel DJ, mais tu vois dans le mode house électro, et puis aujourd'hui j'ai mis ma playlist rock, dedans il y avait du Scorpion, du Bon Jovi, du Metallica, tu vois. T'écoutes un peu de tout. Voilà, ça dépend, en fait moi mes inspirations ça dépend surtout de mon humeur. Déjà le matin je me réveille, je regarde la météo,
Bah, je sais pas, aujourd'hui je suis plutôt rock. Ouais, bon rock, un bon vieux rock comme ça avec des grosses guitares un peu à l'ancienne, c'est pas mal. On part sur du Scorpion. Le lendemain, je vais me réveiller. Ah, je veux que ça tabasse un peu, je vais partir sur de la techno. Tu vois, en fait, c'est ça en fait. Mon inspiration, elle est très particulière. Ouais, elle dépend donc de ton mood. Il y a d'autres critères qui influent sur ton inspiration et qui te donnent envie de travailler? Alors, en ce moment, ce qui me donne beaucoup envie d'aller sur mon ordinateur, mon logiciel de prod et de faire quelque chose, c'est la recherche de son, de sonorité. Là, maintenant, j'ai passé un niveau où en fait, je veux faire mes sonorités moi-même. Et alors, je suis là avec des synthétiseurs à chercher pendant des heures et des heures comment on fait. Là, récemment, j'ai trouvé comment faire sonner un kick pour de la techno et tout, comme j'entends beaucoup sur des sets de Tomorrowland, par exemple. Mais j'ai jamais vraiment compris comment il fonctionne. Donc là, j'ai passé des jours à chercher des techniques. Et j'ai enfin trouvé, tu vois. Donc là, je vais pouvoir prendre une idée un peu plus techno dans les futurs mois. Mais tu vois, en ce moment, ce qui me donne vraiment envie, c'est la recherche de son, en fait. C'est ce qui te pousse vraiment à créer en ce moment. Donc là, tu t'as mis beaucoup de temps à trouver des éléments. J'imagine que la construction d'un son, ça te prend également beaucoup de temps. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, j'ai démarré du coup la production en 2020. À l'époque, bon, tu te dis, tu fais un son en 2 heures, tu te dis putain, c'est super frais, c'est trop bien. Puis tu le fais écouter à tes potes, c'est nul. Et même, je vais te dire, aujourd'hui, j'écoute mes premiers sons, je me dis, ah ouais, je vois une vraie évolution. Ouais, tu sens vraiment qu'il y a une évolution dans tout ça, ouais. Carrément. Et à l'époque, je voulais faire un truc vite et puis parfois, je sortais le morceau quasi après. L'erreur que tous les jeunes producteurs font et que je déconseille, c'est de dire, putain, mon son est trop bien, je le balance tout de suite sur Spotify, sur YouTube. Non, faut surtout pas, faut prendre le temps, peut-être aller voir des producteurs un peu plus expérimentés, des professionnels, demander des avis. Moi, je pense déjà que c'est la technique qu'il faudrait avoir. Et aujourd'hui, le processus, pour te donner une idée, là, je suis sur un remix de Alex Warren en mode techno que je suis en train de finir. Ça fait 2 jours que je suis dessus, enfin en bossant un peu de temps en temps. Donc ça, c'est relativement rapide. Là, tout à l'heure, alors je donne une petite exclue. Dans mon live session, j'ai joué mon single, un des singles que je vais sortir cette année, qui est une exclue. Et ça fait 5 ans que je suis dessus. Ah ouais. En fait, c'est très variable selon les sons que tu veux créer, que tu veux faire. C'est ça. Et ce morceau-là, je me rappelle, en fait, à la base, c'était un remix pour un concours de remix. J'avais fait la mélodie et tout, je trouvais ça super. Le remix n'a jamais été sélectionné, mais je l'ai toujours. Et il y a pas longtemps, je l'ai réécouté, je me suis dit, mais en fait, il faut le recycler ce truc-là. Ouais, il y a un truc à faire. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, la mélodie, elle est belle, elle provoque de l'émotion, et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je recherche, et je pense que le public aussi, de l'émotion, il faut que ça raconte une histoire, quoi. Et la mélodie était super belle, et je me suis dit, je vais le recycler, je vais le retravailler, remettre au goût du jour. Et là, je me suis dit, nouvelle chose aussi, et ça a marqué un tournant aussi dans ma carrière de producteur, c'est que je suis allé chercher un chanteur pour qu'il chante dessus. Et ça, j'avais jamais fait avant, tu vois. Je suis allé chercher des voix gratuites, libres de droit, où j'ai fait des musiques complètement instrumentales, mais jamais aller chercher un chanteur qui chante dessus, tu vois. Donc ça a marqué un très gros changement, cette musique-là. Ouais, vraiment une nouveauté. Ouais. Et là, franchement, vous verrez tout à l'heure pendant la session. Effectivement. Mais je suis vraiment très très fier de ce morceau-là, parce qu'il est enfin fini. Ça fait 5 ans que je suis dessus, c'est très long, 5 ans. Ouais, effectivement. On va le découvrir d'ici moins d'1 heure ensemble. Tu nous parlais là de ta façon de faire, de pas sortir un morceau dans la précipitation. On se dit que c'est prêt et on le sort directement. Toi, tu fais quoi du coup? Tu vas voir donc des producteurs, t'en parles à des amis à toi. Comment tu fais pour avoir un avis et savoir si ton morceau est vraiment... Alors en fait, il faut savoir que la première chose que je fais, c'est que je le fais écouter à ma copine, voir ce qu'elle en pense. Après, elle est pas trop compliquée en musique, donc bon, souvent c'est plutôt pas mal. Après, je vais voir mes copains DJ, pas forcément producteurs, mais DJ. Voir qu'est-ce que t'en penses de le jouer, est-ce que toi ça te plairait de le jouer, machin. Parfois je vais aussi voir les producteurs, alors il y a un réseau de producteurs aussi, notamment Reims en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de producteurs, c'est pas un cercle fermé, mais c'est un cercle d'amis on va dire. Ouais, donc, vous connaissez quoi. C'est ça. Et puis parfois un truc bête, on a un vidéaste aussi, qui travaille avec énormément de DJ, et parfois je lui envoie mes sons, je dis qu'est-ce que t'en penses et tout machin, et parfois il le fait écouter à des producteurs parisiens, des gros producteurs et tout. J'ai des sons, bon, alors dans l'électro, ceux qui sont pas fans d'électronique ils connaissent peut-être pas, mais il y a un duo parisien qui s'appelle Lumberjack, qui est très connu dans le milieu électro, et ben mon pote vidéaste leur a déjà fait écouter des sons à moi, ils ont donné des avis et puis ils m'ont aidé à certains sons aussi, directement. Des avis constructifs finalement, parce que ça peut te permettre de retravailler aussi ce son-là, le perfectionner. Et justement. Il y a une proximité en fait entre DJ, entre personnes du milieu musical pour pouvoir échanger avec eux. Alors faut savoir, c'est que par exemple les Lumberjacks, je les ai jamais rencontrés, mais d'une façon indirecte, ils ont pu me conseiller quand même. Et c'est ce que je trouve cool en fait dans ce milieu-là, c'est qu'en fait, sans forcément connaître les gens, on arrive à aller vers eux
et à demander des avis sur les musiques, à créer une connexion en fait. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans ce milieu-là. Mine de rien, le milieu du DJ, c'est pas si fermé que ça. Tu vois. Là, on parle de quand une musique est terminée. Il faut déjà la commencer, la musique. Ouais. Alors, quels sont, toi, tes critères pour sélectionner une musique et sélectionner une musique que tu vas travailler ou pour commencer toi-même à créer un son? Bah en vrai, il n'y a pas de cas de figure classique, on va dire. C'est pas Ça général. dépend. C'est parfois, je vais entendre comme ça une mélodie qui va me rester dans la tête et je vais essayer de la refaire, peut-être la bricoler un peu, faire une production autour de ça. Parfois, c'est j'entends cette musique-là, et c'est ce qui m'est arrivé notamment avec In Your Eyes que je vais jouer tout à l'heure. J'ai fait ce remix-là, et puis finalement, la mélodie me plaisait, donc après, avec cette même mélodie, j'ai refait autre chose, et c'est devenu une composition. Parfois, j'arrive, je me dis, tiens, je vais partir dans ce style de musique. On va aller voir, on va aller chercher les éléments, on va essayer des trucs. Et voilà, c'est surtout je pense, on revient comme le coup de la guitare tout à l'heure et du DJ, c'est de la curiosité, je pense. L'envie de découvrir des choses. Alors parfois, au bout de 2 heures de session, tu te rends compte que tu fais n'importe quoi et tu le supprimes, ça arrive. Alors c'est chiant, mais bon, est-ce qu'il vaut mieux garder un truc pourri au cas où, ou se dire, tant pis, j'ai perdu du temps, on passe à autre chose? Ouais, repartir sur une page blanche, tous les artistes le font, j'imagine. Donc ouais, effectivement. Une question que je me pose depuis que je prépare cette interview, c'est un petit peu le rythme de vie. Parce que quand on est DJ, forcément, on a un rythme de vie qui est un petit peu décalé. Est-ce que c'est pas pesant dans ton quotidien? Alors à une époque, ça l'était, mais en fait, je m'en rendais pas compte, c'était la fête tout le temps. Enfin, la fête dans le sens où, oui, effectivement, c'était... un moment, j'ai été résident en club, tu commences ta journée, entre guillemets, de travail, il est minuit, en fait. Ouais. Et tu finis les 6-7 heures du mat, oui, t'es complètement décalé, en fait. Le week-end, bon, c'est ton travail, ok, mais quand t'arrives le lundi matin, que t'es pas capable de te lever, le dimanche soir, pas capable de te coucher non plus, et que t'arrives, tu te lèves, il est déjà 14h, derrière, t'as des rendez-vous ou des mails, tu dois répondre, au bout de 2 heures, la journée, elle est pliée pour tout le monde, et toi, tu viens de te lever, quoi. Et ça, il y a un moment où ça me plaisait plus. Et je préférais avoir un rythme normal, donc je me force, notamment le dimanche, à pas dormir beaucoup. Parfois, j'ai la tête dans le cul total toute la journée, mais au moins, le soir, je me couche normalement, et ça me recale pour la semaine. Ouais. Et je me force à ça du coup. Donc vraiment t'imposer un rythme, toi, pour avoir ce rythme de travail finalement, qui te permette de pas être trop en décalé non plus vis-à-vis du reste des gens. Ok. Alors justement, on en parle depuis tout à l'heure, Rock'n'Rave. Tu peux nous en parler un peu plus, nous expliquer un peu ce projet? Déjà, c'est gravé sur tes mains. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas si on peut voir effectivement, on a une main avec Rock, une main avec Rave pour ceux qui nous écoutent. Alors tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce projet? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, le concept est né en 2024. Oui, c'est 2024. Et en fait, depuis 2022 que je suis arrivé chez AMS, j'ai commencé à jouer de la guitare et à incorporer un peu de la guitare sur mes sets, à droite à gauche. Au début, c'était une musique histoire de faire le bout avec sa guitare. On est allé un peu plus loin que ça maintenant aujourd'hui, où je pars pendant un quart d'heure dans les gens, dans la foule, tu vois. Et pourquoi en fait, je me suis dit, je vais essayer de montrer aux gens. Au début, je me suis dit, je vais essayer de montrer aux gens qui je suis. Je suis pas qu'un DJ, je suis aussi un musicien, il faut que les gens le voient. Ouais. Et au fur et à mesure, et un jour, c'est mon vidéaste du coup qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un concept autour de ça en fait? Tu construis un vrai projet autour de ça. Et carrément, en fait, on n'y a jamais pensé, mais c'est logique quoi. Fallait arriver là-dessus. Et pourquoi pas du coup créer ce concept, faire de la com et le vendre en festival ou club? Carrément en fait. Et c'est pour ça. Alors le nom Rock'n'Rave, il est venu tout de suite. C'est que c'est un jeu de mots en fait avec rock'n'roll. Bien sûr. Et en fait, du coup, le terme rave qui veut dire, alors rave party, mais pas que. Une rave, c'est le fait de rassembler du monde. Souvent utilisé, c'est un terme utilisé souvent dans l'électro. Donc voilà, c'est entre ce terme-là et rock'n'roll qu'est né le rock'n'rave. Ok. Où le but, c'est une expérience que je propose de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Où en fait, je viens vous faire découvrir mes 2 univers, le monde électronique et le monde rock'n'roll. Ouais, vraiment, les deux. T'as choisi ces deux mondes-là précisément parce que c'est tes mondes. C'est vraiment ton projet, c'est toi, c'est ton identité. C'est ça, c'est ce que j'écoute tous les jours, c'est ce que je me fais kiffer avec ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire kiffer les gens avec ce que j'aime en fait. Ouais. Et je pense que créer l'identité d'un DJ, c'est ça en fait, ou un DJ ou un artiste, c'est tu viens montrer qui tu es musicalement sur scène. Forcément. Alors petite question aussi sur les collaborations, parce que tu en as fait quelques-unes, je pense par exemple au son Castle on Love ou Quantum. C'est quelque chose que tu apprécies faire, qui est très différent de ce que tu fais d'habitude. Ouais, carrément. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué forcément de faire une collaboration avec quelqu'un que de juste faire ton truc tout seul et démerde-toi. Mais en vrai, je trouve que c'est sympa. Déjà, ça fait sortir. Par exemple, pour revenir sur Castle on Love, donc un remix de Young que j'ai fait. Young qui est un producteur rémois. Et j'ai fait le son, je l'ai envoyé. Et puis après, pour la petite histoire, en fait, on l'a fini le master final à 2.
dans son studio. Ok. Mais en fait, ça fait une occasion de se voir aussi. On est quand même des copains et on peut se voir. Quantum, que j'ai fait avec Mojuka, donc un producteur de Perpignan, on s'est rencontrés sur un séminaire à Orléans de producteurs. Et donc on a pu échanger aussi sur la collaboration qu'on allait faire. Donc ça crée une connexion, je pense. Je trouve que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant que juste faire ton son dans ton garage, quoi, bien ou sûr. dans ton studio. Bien sûr, ça permet aussi d'avoir encore une fois un avis extérieur parce que vous êtes deux à monter ce projet, C'est finalement. Donc voilà. Ok, magnifique. Et ben je pense qu'on a terminé avec cette deuxième partie. On va pouvoir passer à notre deuxième petit jeu du tac au tac. Là, on a un téléphone qui est là pour suivre cette petite session. Je te laisserai le regarder, je te pose des questions, tu réponds du tac au tac en regardant le téléphone. Ok. C'est bon pour toi ? Allez, c'est parti. On est parti. Quelle est la scène que tu rêverais de faire ? En vrai, tout le monde te dit ça dans ton émission, mais c'est l'Olympia. Direct. Le meilleur conseil que tu aies reçu ? De tout, jamais abandonner. Team sucré ou salé ? Salut. Si tu ne pouvais garder qu'un seul instrument, à part les platines, ce serait quoi ? Oh bah la guitare. C'est quoi la destination de tes rêves ? Ibiza, les gars. Quel est le temps idéal d'une session mix pour toi ? 1h30, en vrai, c'est bien 1h30. Plutôt son ou lumière ? Bah son. Plutôt drop puissant ou montée progressive ? Ah putain. Ah là c'est dur, hein, parce que j'aime bien dans la house, j'aime bien la montée progressive, mais j'aime bien de la grosse drop techno, donc bon, je dirais plutôt drop quand même. Quel est ton plus grand rêve ? Bah en vrai, de faire une tournée mondiale, enfin d'arriver au top du top, quoi. Si tu n'étais pas musicien, qu'est-ce que tu ferais ? Pas chanteur, ça c'est sûr. C'est une réponse valable, ça ou pas ? On va dire que oui. Alors, en vrai, je sais pas trop ça, je t'avoue que pas chanteur, ça c'est sûr, mais parce que je sais pas du tout chanter, faut mieux pas demander. Plutôt team été ou team hiver ? Été. Si tu ne devais garder qu'un seul de tes sons, ce serait lequel ? Je dirais Refraction of Time en vrai. Quel est ton plat préféré ? En vrai, la raclette, c'est trop bien. Le DJ avec qui tu rêverais de mixer ? Ah, c'est dur, hein. C'est dur en vrai. Parce que savoir mixer avec quelqu'un d'autre, c'est très très compliqué. Mais s'il y en a un qui me ferait vraiment kiffer, en vrai, en ce moment, je suis très mode disco, je dirais Purple Disco Machine. Le dernier son que tu as écouté ? Le son que j'ai écouté. Si, il y a le nouveau Lost Frequencies qui est pas mal, qui est sorti c'est la semaine dernière, je crois. J'aime beaucoup. Magnifique. T'as répondu à la série de 15 questions. Ça va vite en vrai. Ouais. Mais il y a des questions, tu vois, qui sont plus c'est pas évident, que d'autres. Ouais. Donc voilà, c'était du tac au tac. Le petit jeu. Pour terminer donc cette deuxième partie. Et on va donc pouvoir passer à la troisième partie, flashback. Une petite anecdote sur une date que tu aurais à nous partager ? Une anecdote sur une soirée, tiens, j'en ai une. Justement en mode club. Non, je vais la raconter après ça. Non, le Rock'n'Rave à Damery, je pense qu'on va parler de ça. Le Rock'n'Rave à Damery a été très spécial parce qu'en fait, c'était l'inauguration de mon concept, entre guillemets. Et c'était très particulier. Je crois que, en fait, c'est AMS Agency qui a organisé la soirée, mais je crois que dans l'histoire, c'était moi le plus stressé. Pour de vrai. En fait, Damery, donc un village proche d'Épernay, l'association, c'est Damery en fait, l'association. Damery en fait organise une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, je ne sais plus, l'été, les apéros du parc, donc soirée dansante dans le parc de la mairie. Et c'est AMS Agency du coup qui fait la mise en scène, la soirée, tout ça, organisation. Et cette année-là, on s'est dit, vas-y, le Rock'n'Rave, il faut le faire démarrer. Et Florian m'a proposé, du coup, de faire une soirée Rock'n'Rave. Donc on l'a appelé comme ça. J'ai choisi les artistes qui ont joué avant moi, etc. Donc j'ai fait venir un pote, Matt D, de Troyes, qui est un très très bon DJ, qui est venu faire la première partie. Florian en fait la deuxième, et moi j'ai fait la troisième en closing. Et en fait, j'étais énormément stressé parce que Florian connaissait Matt D de nom, mais pas forcément ce qu'il fait vraiment. Je lui dis est-ce que ça va matcher entre les deux, etc. C'était très particulier. Et en fin de compte, ça a matché de fou. Et il a fait un super truc. Et moi, j'étais très très stressé. C'est la première fois que j'allais jouer ça. Est-ce que les gens allaient accrocher ? Est-ce que finalement, je vais pas devoir changer au bout d'un quart d'heure parce que tout le monde se barre ? Enfin, c'était un très très gros stress. Et en fin de compte, Flo, il attaque et tout. Et on attendait quoi ? 500-600 personnes, pas plus. Ouais. En fait, on a fait 1300 personnes Ouais. la soirée, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est Soirée exceptionnelle. Et les gens, en fait, ils ont vu rock. Donc, t'as les parents, entre guillemets, qui sont venus écouter du rock. Puis les gamins, ils nous connaissent. Donc, ils sont venus pour écouter, se faire taper la gueule, tu vois. Et je me suis dit, putain, en vrai, ça prend trop bien. Et le stress commençait à descendre. Et un quart d'heure avant mon set, coupure d'électricité. Oh. Et là, je peux dire, le stress, il est remonté d'un coup, mon gars. Et là, je me suis dit, putain, c'est quoi ? Non, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire, mon truc. Ouais.
Et donc on court partout pour trouver d'où ça vient et tout. On a enfin trouvé d'où ça vient. Florian redémarre. Et, mais 5 minutes avant mon départ, je lui dis là, fais un quart d'heure de plus, je m'en fous, je ferai un quart d'heure de moins, mais il faut que ça reparte là. Et là j'étais comme ça, la sueur là, tu imagines même. Je crois que j'étais plus transpirant avant que pendant, tu vois. J'étais pas bien du tout. Et là je démarre, je suis rentré comme David Guetta. Et alors là, par contre, je les ai emmenés pendant 2 heures et c'était incroyable. Mais des jeunes qui écoutent, et j'étais surpris que je jouais du Kiss, du Nirvana, des morceaux du Van Halen. Les jeunes connaissent pas forcément Van Halen, mais tout le monde chantait. Ouais, tout le monde a J'étais suivi le truc. surpris à mort. Et je pense que ce sera toujours mon plus beau souvenir de scène, parce que c'était le premier Rock'n'Rave déjà, et qu'en plus il y a eu cette connexion avec un public très jeune, avec des musiques plutôt anciennes, que j'ai trouvé vraiment incroyable. C'est ça qui t'a vraiment permis de lancer ce projet Rock'n'Rave, et c'est ça qui va rester dans ta mémoire. Mis à part la coupure d'électricité, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Sinon ça reste c'était quelque chose. Un excellent souvenir. Ok, donc c'est là aussi la genèse aussi de ce projet. C'est comme ça qu'il est né, Rock'n'Rave. Superbe. Alors, tu fais pas que ce genre de projet. Parfois, tu aimes aussi partager tes platines, tu aimes partager ton studio, on en a parlé. Parlons un peu des B2B que tu as déjà pu faire. Je sais que tu en as fait avec Young, avec Imae Music également. C'est quelque chose que tu apprécies faire? Ouais, c'est toujours intéressant. En plus, c'est des copains. Alors, parfois, il y en a qui font parfois par intérêt sur des gros noms, des gros festivals. Mais moi, j'aime bien en fait partager avec les copains. Quand je sais qu'un DJ, un super pote est super talentueux, et ben, on va se faire un truc à deux en fait. On s'en fout, on n'est pas chiant quoi. On est aussi là pour se faire kiffer entre nous. Donc parfois c'est pas annoncé mais on finit la soirée à deux. Et c'est ce qui s'est passé avec Imae. D'ailleurs la soirée avec Imae était très compliquée. C'était une soirée étudiante pour des ingénieurs je crois, je sais plus, à 3. Et en fait Imae et moi on est très copains depuis un petit moment. Et cette soirée là donc il me book un mois avant pour faire la première partie. Et en fait je faisais la première partie de Colonel Riel. Il y avait un showcase au milieu, c'était Colonel Riel. Et à la fin un autre DJ pour finir la soirée. Ils m'ont dit c'est un autre DJ, ils m'ont pas dit le nom. Et plus tard, Imae, du coup, dans sa story, annonce son agenda du mois. Et je vois le Cube 3. Non, c'est pas le Cube, mais enfin, l'endroit où j'étais, quoi. J'ai dit, attends, t'es pas sur une soirée étudiante en closing par hasard? Il dit, bah si. J'ai dit, mais gros, c'est moi qui fais la première partie. Incroyable, quoi. Tu vois, c'est. Et du coup, le mec, il vient de Paris, moi je viens de Reims, on s'est retrouvés tous les deux à 3 à mixer ensemble. C'est n'importe quoi l'histoire, en vrai. Et donc moi je joue, je fais ma première partie, ça marche bien, les gens ils sont à fond. Bon forcément je joue pas être Colonel Riel parce qu'il arrive dans 5 minutes. Ouais. Sauf qu'en fait, quand je te dis qu'il arrive dans 5 minutes, qu'il doit chanter dans 5 minutes, on savait pas où il était. Il était toujours pas arrivé, on savait pas où il était, pas de nouvelles du train, etc. Rien que dalle. Il arrivait 2 minutes avant son show. Ok, ah oui. Ah là t'imagines même pas la sueur aussi. Dit, tout le monde s'il est là. Pas là, ils sont tous venus pour lui, en fait il est pas là quoi. Ouais. Et je dis oh là là, même Imae il était à côté, il me dit oh là, on est mal. Et bon, donc je fais la première partie. Puis pendant le set de Colonel Riel, on fait un débrief de la première partie, de ce qui va se passer, machin. Puis il me fait, mais viens mixer avec moi à la fin. On fait genre, j'ai 2 heures de set, je fais 1 heure, après tu viens pendant 1 heure. Et en fait, tu vois, c'est sur des coups de tête comme ça de dernière minute, rien n'est préparé. On y va, on improvise. Et c'est aussi ça l'intérêt du back-to-back. Parfois, on dit pas ce qu'on va faire à l'autre. Ils voient sur la platine ce que tu vas jouer, mais en fait, on se prépare à rien. Ouais. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Ouais, une double vision des choses. Parfois, même, vous mettez peut-être des pièges. Ah oui, mais sans le vouloir. Ah, mais ça, c'est mon jeu préféré, ça, de mettre des pièges aux copains, ça. Ou en le voulant, apparemment aussi. Oui. Ok, magnifique. Une des dernières questions que je vais te poser, est-ce que tu as d'autres occasions où on pourra te retrouver en mix cette année et peut-être des choses à nous annoncer qui vont arriver très prochainement? J'ai une très belle annonce d'ailleurs, alors pas complètement validée mais quand même. Cette année, donc, je fête mes 10 ans de carrière, déjà. Bravo. Ouais, merci. Et j'ai décidé cette année de ne pas faire beaucoup de dates, mais de m'investir énormément sur ces dates-là. Donc, je vais faire mon anniversaire de carrière en 3 actes. Alors il y en a 2 qui sont validés, une en cours de validation, donc le 21 juin et le 27 juin déjà qui sont validés, à Château-Thierry parce que c'est là où tout a commencé, je suis originaire de là-bas, donc je vais fêter mes 10 ans de carrière à Château-Thierry le 21-27 et peut-être le 13 juillet mais c'est pas encore validé. Ouais, à suivre, voilà. Très prochainement, ok. Donc ça c'est un petit peu pour les prochaines dates où on pourra te retrouver. Niveau musical, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver cette année aussi, il faut rester attentif là. Il y a au moins 2 sons, un qui est validé et puis un qui va bientôt être validé, c'est très très bien parti, qui vont sortir.
une collaboration avec un autre DJ en art techno et le son In Your Eyes, du coup, mon tout dernier, mon petit chouchou, que je vais vous jouer tout à l'heure. Ouais, dans moins de 5 minutes, effectivement. Tout ça, on suit tes réseaux sociaux et on est informé de tout, des prochaines dates, des sorties de morceaux. Il faut s'abonner fort à ton compte Insta, à tes réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça. Et j'ai une dernière question, c'est une question qui est un petit peu classique ici, dans Étoile Montante, on la pose à tous nos invités. Si tu pouvais donner un conseil à Lauder d'il y a 10 ans, ce serait quoi ton conseil ? De jamais décrocher, d'y croire. Et que un jour il y a des gens qui diront que ça marchera pas, que tu fais n'importe quoi, mais il faut s'accrocher. Et faut persévérer. Je pense que c'est la chose que je pourrais lui dire aujourd'hui. Ouais. Magnifique. Et s'il y arrive, il ira à la Défense Arena avec Tonio. Sans lui dire bonjour. Faut pas abandonner et croire en ses rêves et pas hésiter à tenter, il faut y aller. Ok, super, c'est donc le conseil que tu nous donnes ce soir. J'en profite rapidement pour remercier un peu tous les techniciens qui sont présents ce soir. Allez, je t'en prie. On a Omnipix Production à la vidéo, c'est ceux qui nous permettent tout simplement de suivre cette émission AMS Agency. On en parle depuis le début de cette émission, évidemment, avec Florian et Antoine. À la technique son, on remercie Adam, photo Lisa, et à la production Charles, Louis et Manon. Lauder, je vais te laisser aller t'installer tranquillement parce que là on a plein de mises en place à faire et on se retrouve dans quelques instants juste après un petit écran pub, les amis. Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve aux Habits de Lumière pour la 25e année, avenue de Champagne, et je vais vous emmener avec nous sur l'installation de 2 prestations aux Habits de Lumière. C'est parti, on y va. Le camion est chargé, on part direction Collard-Picard. Première chose, on décharge le camion au plus vite. Le but que le camion reparte aussitôt pour un deuxième chargement, direction Champagne-de-Venoge. On ne tarde pas, une fois que le camion est déchargé, on monte tout de suite à la structure chez Collard-Picard. Une fois que tout est sécurisé, on commence à l'installation de nos lyres, écran LED, les sunstrips également, pour être prêt très rapidement. Pendant ce temps-là, la deuxième équipe est arrivée sur site et on commence tout de suite, pareil, l'installation de la structure pour pouvoir monter le grill et poser donc nos lumières pour un mapping sur la façade. Ça y est, c'est le jour J. Toutes les maisons de Champagne sont prêtes, Champagne-de-Venoge, Champagne-Collard-Picard, et on vous montre tout ça tout de suite en images. Le feu d'artifice s'illumine, les parades prennent vie tout au long de l'avenue de Champagne. 2 installations, 2 univers complètement différents. On va avoir de la neige, des étincelles. Vous allez pouvoir voir aussi nos Magic Tubes qui sont positionnés chez De-Venage. Un DJ set de Young, et puis chez Collard-Picard, c'est moi-même qui prendra le contrôle des 2 soirs. Au final, 2 maisons, 2 prestations totalement différentes pour un week-end complètement exceptionnel. Bienvenue chez AMS Agency.
I mean it when I say I'm sorry, and I just want you to come around. I know I've done you wrong, forgive me. I know that I have let you down. Baby, come on over now, even if it's just 1 hour. Kiss away all the pain. I want you to love again. I mean it when I say I'm sorry, and I just want you to come
a ride to the end of the line where no one ever goes. Ended up on a broken train with nobody I know but the pain and the longing's the same when you're dying. Now I'm lost and I'm screaming for help alone. Relax, take it easy.
trying not to break. Life is hard, so they say. Keep on moving through the ache. Tell me how. I've been holding in the fear. Every breath just brings it near. With you it all disappears. Hold me now. I don't need the perfect moment. We don't need all of the lights. I feel getting quiet whenever I look in your Bravo et merci à toi Lauder pour cette superbe session. Là on comprend un peu mieux le nom que tu t'es donné, Lauder. Là on l'a compris avec cette session. Impressionnant de passer derrière les platines, tu m'en parlais tout à l'heure effectivement. Ça doit être un sacré travail de préparer ce set et de le jouer devant nous. Donc merci beaucoup d'avoir performé devant nous ce soir. Merci à vous. On espère te retrouver très vite en tout cas. Merci également à toutes les équipes qui étaient présentes ce soir parce qu'il y en a eu du monde. On l'a vu, il y a de la belle lumière grâce à MS Agency. On pense évidemment à toute la technique vidéo avec Omnipix Productions, technique son avec Adam parce qu'il y en a des câbles qui ont été tirés aussi. Et puis évidemment à la photo, Lisa, et à la production, Charles, Louis et Manon. Puis merci à vous, chers viewers, d'avoir été présents ce soir. Merci également à Paddle Shot, vous les avez vus un petit peu partout pour leur accueil et la mise à disposition de leurs locaux. Et encore une fois, merci à vous, chers viewers, d'avoir été aussi nombreux ce soir et de nous avoir accompagnés. On vous donne rendez-vous le mercredi 18 mars prochain pour retrouver Adam, jeune chanteur pop virtuose de la guitare. À très vite et à bientôt dans Étoile Montante. Thank you.